Vietnam et la Suisse ont publié une déclaration sur le renforcement du partenariat à la suite des entretiens du Premier ministre vietnamien et la présidente suisse à Davos. Dans le cadre de la conférence du comité exécutif de l'Union parlementaire francophone, les députés apprécient l'expérience du Vietnam en matière d'agriculture durable. Rencontrons avec mère japonaise Kazuo Watanabe, la fondatrice d'un projet de soins et de traitement pour des enfants vietnamiens atteints de cancer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du parti To Lâm est allé le 22 janvier offrir de l'encens en hommage de son feu prédécesseur Nguyễn Phú Trọng à son domicile à Hanoï à l'approche du Nouvel An lunaire 2025 et du 95e anniversaire de la fondation du parti le 3 février 1930-2025. To Lâm a rappelé les grandes contributions de Nguyễn Phú Trọng en tant que dirigeant exceptionnel, figure exemplaire en termes d'études et du respect de la pensée, de l'exemple moral et du style du président Ho Chi Minh, et dirigeant prestigieux du parti et de l'État. Il a affirmé sa volonté de poursuivre ses efforts et d'œuvrer avec l'ensemble du parti et du peuple pour promouvoir la force du grand bloc d'union nationale et l'aspiration au développement national pour amener le pays dans une nouvelle ère, celle de développement et de prospérité. Dans le cadre du Forum économique mondial Web Davos 2025 en Suisse, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé et pris la parole lors de la session spéciale de dialogue politique Percée vers l'avenir, la vision du Vietnam sur l'innovation et le rôle mondial. Évaluant le contexte international actuel, il a souligné que l'ère intelligente est une ère de stabilité politique et sans guerre, que l'économie doit croître rapidement mais durablement, l'environnement doit être protégé et personne ne doit être laissé pour compte. Pour se préparer à l'ère intelligente, il a déclaré que le Vietnam préconise la promotion de l'amélioration des institutions et des lois, créant des conditions favorables pour que toutes les entités se développent de manière égale. Le chef du gouvernement a indiqué que la résolution 57 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique donnera un puissant coup de pouce aux investissements dans la recherche et le développement. Le Vietnam et la Suisse ont publié une déclaration sur le renforcement du partenariat à la suite des entretiens entre le Premier ministre Phạm Minh Chính et la présidente suisse Karin Keller-Sutter à Davos le 21 janvier. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales, la situation de chaque pays et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance du dialogue et de coopération dans un esprit d'amitié et de respect mutuel. La présidente suisse a noté le rôle croissant du Vietnam en tant que partenaire dans la région, tandis que le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné la grande importance de l'amitié et de la coopération multiforme avec la Suisse. Les deux parties ont convenu d'approfondir les liens bilatéraux, en principe sous la forme d'un partenariat global qui reflète les priorités de la collaboration actuelle. Le Vietnam partage et soutient toujours les nobles valeurs et objectifs de la communauté francophone qui sont la paix, la démocratie, la solidarité, la coopération et le développement. C'est ce qu'a souligné le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, lors de la séance d'ouverture de la conférence du comité exécutif de l'Union parlementaire francophone organisée le 22 janvier à Cần Thơ. Trần Thanh Mẫn a souligné que l'Assemblée nationale vietnamienne innove activement dans ses activités de manière efficace dans l'esprit de la démocratie et de l'état de droit. La réflexion politique du comité exécutif de l'APF sur le rôle de la communauté francophone face aux mutations de l'ordre mondial est d'une actualité toute particulière. L'APF sera un lieu où les parlementaires pourront exprimer leur point de vue, refléter les aspirations des peuples, construire et partager ensemble un monde de solidarité, de paix et promouvoir la coopération multilatérale en vue d'un développement durable.
En tant que l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, le Vietnam a développé de nombreux modèles d'agriculture durable et d'agriculture circulaire, contribuant à accroître sa résilience et à protéger l'environnement. Dans le cadre de la conférence du comité exécutif de l'Union parlementaire francophone APF, qui se déroule à Cần Thơ, les parlementaires francophones ont eu l'occasion de visiter et de s'informer sur les modèles agricoles du Vietnam. Le modèle d'agriculture circulaire à partir de paille et le modèle de champs à grande échelle dans le district de Thốt Nốt sont considérés par les parlementaires comme progressistes, apportant des revenus aux populations et traitant de grandes quantités de déchets de paille. C'est intéressant de voir cette approche qui est adoptée ici, de recycler, d'utiliser tous les produits, par exemple, pour le riz. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit s'en aller en agriculture, de maximiser le produit. Et vous le faites ici, et c'est tout à votre honneur. Le Sénégal, c'est un pays qui consomme beaucoup de riz. Donc, il y a beaucoup de riz du Vietnam qui vient au Sénégal. Il y a des choses qu'on a vues ici, qu'on n'a pas encore au Sénégal. Et que c'est de notre rôle aussi, avec les photos, les vidéos, de parler aux autorités et d'essayer de voir comment on peut faire pour mieux moderniser la fabrication de riz. Le secteur agricole joue un rôle important dans les pays et territoires membres de l'APF. L'échange d'expériences et de bonnes pratiques agricoles constitue un sujet d'intérêt pour les délégués, notamment dans le contexte du changement climatique qui entraîne un déséquilibre écologique, un épuisement des ressources et des menaces pour l'environnement, la sécurité alimentaire et les inégalités sociales. Je pense que le Vietnam est un des pays francophones et de la sphère francophone qui est certainement le plus adapté pour aborder l'ensemble de ces sujets. Parce que d'une part, le Vietnam est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique et met en œuvre une politique ambitieuse qui peut servir d'inspiration pour les autres pays. Et de l'autre côté, sur les sujets de la sécurité alimentaire, on sait que le Vietnam a développé une politique très volontariste et très efficace. C'est une initiative qui permet à la fois de réfléchir aux aspects théoriques du sujet et puis de trouver des débouchés politiques très concrets pour arriver à ce qu'un maximum de pays légifèrent. Donc oui, le Vietnam est un pays qui, je pense, est en pointe dans sa zone sur ce sujet des changements climatiques. La déclaration de Cần Thơ adoptée lors de ce forum de l'Union parlementaire francophone devrait servir de base aux parlements membres de la communauté francophone en coordination avec les partenaires au développement pour renforcer la coopération et l'orientation vers des pratiques agricoles durables, assurer la sécurité alimentaire et prendre des mesures urgentes pour répondre au changement climatique. En 2024, l'ensemble de l'Institut vietnamien du cuir, des chaussures et des sacs à main a atteint l'objectif de chiffre d'affaires à l'exportation de 27 milliards de dollars. Ce résultat est dû à l'approvisionnement actif en matières premières et à l'augmentation du taux de localisation des matières premières à plus de 50% de nombreuses entreprises exportatrices. Tout de suite, les détails. En 2024, cette entreprise d'exportation de textiles et de vêtements a atteint son objectif de revenus de plus de 4 700 milliards de dong grâce à l'augmentation des exportations. L'augmentation du taux de localisation des matières premières dans la production est un facteur qui aide à atteindre les objectifs de croissance. Le taux d'approvisionnement local de notre entreprise est passé de moins de 5% il y a 5 ans à 30%. Les principaux accords commerciaux comme l'EFTA et le CPTPP exigent des critères d'intrants spécifiques, tels que des tissus produits au Vietnam, pour bénéficier de tarifs préférentiels. Cela a stimulé le développement d'une chaîne d'approvisionnement complète et encouragé de nouveaux investissements dans les industries de soutien du Vietnam. Le secteur de la chaussure reste l'une des industries d'exportation les plus rentables du Vietnam. Pour atteindre son objectif d'exportation de plus de 30 milliards de dollars cette année, le secteur doit relever son défi, garantir une chaîne d'approvisionnement fiable en matières premières. En gérant de manière proactive l'approvisionnement en matières premières, nous pouvons être plus compétitifs et réaliser des augmentations de bénéfices de 150 à 200% en nous appuyant sur des chaînes d'approvisionnement externes.
L'industrie du cuir et de la chaussure importe de 50 à 60% de ses matières premières. Nous espérons que le gouvernement développera un système de centres d'échange de matières premières. Nous devons créer de tels centres pour aider les entreprises à rechercher de manière proactive des sources de matières premières. En outre, cela donnera également aux PME la possibilité de participer à la chaîne d'approvisionnement et de profiter des avantages des accords de libre-échange. Outre l'avantage d'élargir le marché, les 19 accords de libre-échange auxquels le Vietnam participe posent également le défi de mettre en œuvre une feuille de route pour réduire les taxes sur les biens importés. Par conséquent, la création de liens de chaîne et la proactivité dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières devraient être une solution pour les entreprises des secteurs du textile, de l'habillement et de la chaussure, à la fois pour maintenir le marché intérieur et pour accroître l'efficacité des exportations. Près de 600 000 scientifiques et experts vietnamiens travaillent actuellement dans plusieurs pays du monde, ayant les sciences technologies les plus avancées. La promulgation par le Politburo de la résolution 57 a été saluée par les experts et intellectuels vietnamiens d'outre-mer qui estiment qu'elle créera un nouvel élan pour le développement de la science, technologie et de l'innovation du Vietnam. Fort de nombreuses années d'expérience à l'étranger, les scientifiques et intellectuels vietnamiens d'outre-mer partagent également des modèles et des mécanismes qui contribuent à promouvoir l'innovation scientifique et technologique dans leur pays d'accueil. Et selon eux, ces mécanismes ont des similitudes avec la résolution 57. Đỗ Đức Tôn est l'un des 4 professeurs vietnamiens de l'université Nazarbayev au Kazakhstan. Il a obtenu son doctorat et mené des recherches scientifiques pendant près de 6 ans en République de Corée. Selon lui, la recherche scientifique et technologique en Corée est encouragée par un mécanisme d'acceptation de risques. À leur début, les scientifiques se voient confier de petits projets et les échecs seront autorisés. Ce mécanisme d'acceptation des risques a été mentionné pour la première fois dans la résolution 57. En République de Corée, les résultats sont bons, les scientifiques se verront confier plus d'argent pour continuer leurs recherches. Il faut mettre confiance en les scientifiques, les encourager, les autoriser à essayer et accepter leurs échecs. Sur 100 personnes qui osent faire, seule 1 à 2 personnes peuvent réaliser des percées. Mais ce sont les personnes qui changeront le jeu. Le professeur Phạm Đình Trí a mené des recherches scientifiques et enseigné dans des universités en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse et maintenant au Kazakhstan. Selon lui, aux États-Unis et en Suisse, il existe des mécanismes pour encourager les scientifiques à trouver eux-mêmes des financements auprès des entreprises. La promotion de la coopération publique-privée dans la recherche scientifique, telle que mentionnée dans la résolution 57, est un facteur conforme à la tendance mondiale. En Amérique ou en Suisse, ce mécanisme est très efficace. Un professeur qui réussit à obtenir un financement auprès de l'entreprise recevra une somme équivalente accordée par son université. Un scientifique doit avoir des articles internationaux et être connu par la communauté internationale pour obtenir des financements hors de l'université. Les résolutions en République de Corée sont similaires à la résolution 57, qui vise à supprimer tous les obstacles et à créer un mécanisme plus favorable pour encourager les chercheurs et les universités. J'espère que cela créera une coopération entre les décideurs politiques et les scientifiques pour promouvoir la science et la technologie vietnamienne. Selon les intellectuels vietnamiens à l'étranger, la mise en œuvre rapide et efficace de la résolution 57 contribuera de manière décisive à la création d'un écosystème et des conditions nécessaires au développement de la science-technologie, renforçant ainsi le potentiel et la position du pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Aujourd'hui, c'est le 23e jour du 12e mois lunaire. C'est aussi la fête des génies du foyer. Cette fête est une célébration annuelle très importante dans la culture vietnamienne. Elle débute les festivités du Tết. Le culte du génie du foyer est une belle tradition pour les Vietnamiens d'exprimer leur gratitude au Dieu qui protège la paix de chaque famille. Selon les conditions et les circonstances, chaque famille prépare un plateau d'offrande avec des plats délicieux, des fruits. Ce jour-là, l'ambiance sur les marchés est très animée et les gens se précipitent pour acheter de bons objets à offrir aux dieux et aux ancêtres. Nous voici au marché de Thành Công à Hanoi. Les gens s'affairent pour acheter des carpes, du papier votif et de la nourriture pour le culte du génie du foyer. Bien que les prix d'importation de biens sont plus élevés cette année, les vendeurs ont fait des efforts pour maintenir les prix de détail abordables. Cette année, la journée des génies du foyer tombe un mercredi, donc beaucoup de gens ont commencé à faire leurs courses pendant le week-end, les 19 et 20 janvier. En plus des carpes, les offrandes votives sont des éléments clés de cette cérémonie. Cependant, la sensibilisation croissante à l'environnement a conduit de nombreuses familles à réduire la quantité de papier votif qu'elles brûlent, en se concentrant sur les rituels plus simples et plus respectueux de l'environnement. Maintenant, je limite le nombre de papiers votifs que je brûle. Ces jours-là, je prépare généralement une simple offrande aux dieux. Dans les supermarchés, les légumes et aliments frais sont les articles les plus populaires. Le nombre de clients a fortement augmenté grâce à des produits abondants et à des promotions attractives. Nous avons constaté une augmentation de 15 à 20% du nombre de clients par rapport aux jours habituels. La plupart des achats sont des légumes, des fruits et des carpes, qui sont également disponibles dans notre supermarché. La plupart des produits sont d'origine locale. Notre objectif est de promouvoir une consommation verte et durable. Pour maintenir des prix et une qualité stable pendant la période des fêtes, le ministère de l'Industrie et du Commerce a renforcé les inspections du marché pour empêcher la vente de produits de mauvaise qualité et les augmentations soudaines des prix. Ce week-end, 450 travailleurs de villes et provinces du Sud, tels que Ho Chi Minh Ville, Bình Dương, Đồng Nai ou Long An, bénéficieront d'une aide sous forme de billets d'avion pour rentrer chez eux pour le Tết. Il s'agit d'une activité dans le cadre du programme Vol Union Printemps 2025, organisé par la Confédération Générale du Travail du Vietnam. Les bénéficiaires sont des travailleurs en difficulté ou ayant obtenu d'excellents résultats au cours de l'année. La Confédération Générale du Travail du Vietnam offrira aussi des cadeaux aux membres des syndicats et aux travailleurs à l'aéroport de Tân Sơn Nhất. L'ambiance a été très animée ces jours-ci sur les îles de l'archipel de Trường Sa, car les navires de la marine transportant des cadeaux du Tết sont arrivés sur les îles. Ils amènent non seulement des marchandises et des cadeaux aux habitants et soldats en mission sur l'archipel, mais aussi des vœux à l'occasion du Nouvel An lunaire. Cela montre l'amour que les habitants du continent portent aux habitants et aux soldats des îles isolées du pays. Tout de suite en images. Après avoir traversé une dépression tropicale et un voyage de plus de 200 000 nautiques, les premiers cadeaux du Tết sont arrivés au centre du district insulaire de Trường Sa. Ce voyage reflète l'attention que le parti, l'État et l'armée portent aux officiers et aux soldats, renforçant leur esprit combatif à l'approche du Nouvel An lunaire. L'île de Trường Sa a aujourd'hui beaucoup changé avec des constructions tels que des quais, des systèmes d'eau potable et d'énergie renouvelable. Derrière les rangées de filao, on entend les bruits des petites salles de classe comme dans toute ville paisible du pays. Nous sommes très reconnaissants du soutien et de l'affection de la population du continent. Ils nous ont aidés à célébrer un Tết chaleureux. L'atmosphère festive à Trường Sa devient plus vivante grâce aux pots de fleurs envoyés du continent. Ce sont des cadeaux remplis de l'affection du peuple pour les soldats des îles lointaines comme An Bang, Song Tu, Đá Đông ou Đá Tây. Nous avons reçu de nombreux cadeaux de ce continent. Cela nous donne plus de confiance et nous pousse à travailler plus dur pour accomplir notre tâche.
Pour les habitants de ces districts insulaires éloignés, le nouvel an lunaire est vraiment arrivé avec des fleurs d'abricot, des fleurs de pêcher et des bánh-chưng. L'État et les soldats stationnés ici prennent bien soin de nous. Le Tết à Trường Sa est rempli d'émotions et de chaleur grâce aux cadeaux sincères envoyés depuis le continent. Cela contribue également à resserrer les liens entre les habitants du continent et ceux des îles isolées. Il y a 20 ans, bien qu'elle vivait une vie paisible avec un emploi stable au Japon, Madame Kazuo Watanabe a tout quitté pour venir au Vietnam. Elle a fondé un projet de soins et de traitement pour des centaines d'enfants vietnamiens atteints de cancer. Pendant toutes ces années, elle les a aimés et a pris soin d'eux avec le cœur d'une mère. Non seulement les jeunes patients, mais aussi leurs parents, les médecins et le personnel médical du centre pédiatrique de l'hôpital central de Huế l'appellent affectueusement la mère japonaise. Voici la chemise que Madame Kazuo Watanabe a offerte à Nguyễn Anh Tuấn, un garçon atteint de cancer il y a 8 ans. En septembre 2019, Tuấn est malheureusement décédé. C'est indescriptible. Je suis très émue de revoir Madame Watanabe. Elle a beaucoup aimé et aidé mon fils. Nous connaissons Madame Watanabe depuis 15 ans, depuis que mon fils était atteint de cancer jusqu'à son décès. Elle est venue d'un endroit lointain, sans aucun lien familial ou national. Nous la considérons comme une seconde mère pour mon enfant. Même si Tuấn n'était pas mon enfant biologique, je l'aimais profondément. Je ne veux plus voir d'enfants mourir faute d'efforts ou de soins médicaux. Je travaillais dans une institution financière. Chaque jour, je devais traiter de nombreuses transactions et travailler tout le temps avec les chiffres. Dans ce domaine, il faut toujours savoir qui gagne et qui perd. Mais je ne voulais pas que ma vie reste liée à ces chiffres. La première fois que je suis venue à Huế, c'était en 1995, pour participer à un projet d'aide aux enfants de rue et enseigner le japonais à l'université de pédagogie de Huế. J'ai été choquée de découvrir qu'au Japon, un pays développé, le taux de survie des enfants atteints de cancer était de 70 à 80%, alors qu'au Vietnam, un pays en développement, il n'était que de 30%. Pourquoi? Comment améliorer ce taux? À partir de ce moment-là, la réussite ou l'échec des transactions financières n'avait plus d'importance pour moi. En 2004, j'ai décidé de venir au Vietnam pour aider les enfants malades et leurs familles. La petite Châu a été diagnostiquée avec un cancer. Sa famille a envisagé d'arrêter le traitement. Au départ, certaines familles abandonnent le traitement parce qu'elles ne comprennent pas bien l'état de leur enfant. Elles pensent que le cancer est une maladie incurable. Ce n'est pas que je ne voulais pas soigner mon enfant, mais j'ai vu trop d'enfants mourir ou être renvoyés chez eux. Cela me faisait peur. Convaincre les familles des patients est très difficile. Il faut essayer plusieurs fois, avec beaucoup d'efforts. Mais je suis prête à le faire des centaines de fois. Avec les médecins, nous nous rendons chez chaque famille de patients, fournissons les informations nécessaires et les accompagnons tout au long du traitement. Pour les familles en grande difficulté financière, nous trouvons des moyens de leur apporter un soutien. Lorsque j'ai rencontré Lan Tuyết pour la première fois, elle était toute petite, atteinte de cancer et devait subir des traitements douloureux. Sa famille avait pensé arrêter le traitement, mais nous avons refusé d'abandonner.
Je me souviens de l'image de Madame Watanabe me rendant visite à mon chevet avec un sourire chaleureux. Elle était comme une mère toujours à mes côtés dans les moments difficiles. Elle m'a soutenue pendant 14 ans. Je veux lui dédier cette chanson, car elle a été ma motivation pour surmonter tous les obstacles. Je me sens très heureuse. Tous nos efforts sont récompensés quand je vois Tuyết, qui a surmonté la maladie, grandir et devenir une belle jeune fille. Depuis 20 ans, Kazuo et son organisation se consacrent à soutenir les enfants atteints de cancer dans la région du centre du Vietnam. La Fédération pour les soins aux enfants d'Asie, ACCL, a organisé 11 conférences internationales sur le cancer pédiatrique. Elle a aussi accordé des bourses de formation à l'étranger pour les médecins et infirmiers de l'hôpital central de Hue. L'ACCL a contribué à la formation des équipes médicales et à l'acquisition d'équipements essentiels pour le traitement, comme des perfusions, des pousse-seringues et des moniteurs de surveillance. L'hôpital central de Hue est le premier et le seul au Vietnam à offrir la radiothérapie pédiatrique grâce à la contribution significative de Madame Watanabe. Je n'ai pas eu d'enfants biologiques, mais j'ai ici de nombreux enfants. Les jeunes patients et leurs familles me donnent le sentiment d'appartenir à leur famille. Hue est devenue ma seconde terre natale, où j'ai trouvé un sens et un objectif à ma vie durant ces 20 dernières années. Pour moi, le sourire des enfants est ma raison de vivre et ma plus grande source de bonheur. Et en fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité et à demain.